Bienvenue dans cette émission du 15 février 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. L'émission d'aujourd'hui sera un peu plus longue que ce que j'avais escompté car je vais revenir sur les programmes de traumatisation des enfants à l'école au motif d'éducation sexuelle, une question qui est de nouveau d'actualité et sur laquelle il est essentiel de dire les choses comme elles sont et de remettre l'église au milieu du village. Alors, le point de départ de cette motivation à produire cet épisode, c'est une attaque que j'ai subie de la part du planning familial de Lyon qui a appelé à la censure d'une de mes interventions à l'invitation d'un collectif. Alors, ma petite personne importe peu, par contre, toutes les situations sont intéressantes parce qu'elles révèlent un certain nombre de choses. Voilà ce dont il s'agit. Le planning familial de Lyon a donc demandé l'annulation d'une conférence soi-disant contre l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui s'est déroulée au mois de novembre dernier dans la région des Monts du Lyonnais. Voici le communiqué du planning familial. Nous avons appris avec stupeur que telle salle, dépendant d'une municipalité de la région, accueillait une conférence de ma personne, décrit ainsi par le planning familial lyonnais, autoproclamé expert en santé publique, Jean-Dominique Michel se fait le porte-parole à travers ses livres, conférences sur les réseaux sociaux, de discours complotistes sur la crise du Covid-19, soutien au professeur Raoult, minimisation de la pandémie, discours anti-masque et anti-vaccination. Alors vous voyez, c'est déjà passionnant. Bon, vous avez vu, je suis pas tout à fait de la première fraîcheur, ni tombé de la dernière pluie. J'ai plus de 30 ans de carrière en santé publique, rédigé une trentaine d'articles dans les revues professionnelles en santé publique, donné une centaine de conférences dans des colloques et congrès nationaux et internationaux, travaillé en collaboration avec les gouvernements français et suisses, été invité à enseigner dans une quinzaine de programmes universitaires et de hautes écoles. La qualité de mon travail et son intérêt a été reconnu par certains des plus éminents sociologues contemporains, ainsi que par un grand nombre de professeurs d'université, mais au soir de ma carrière professionnelle, on vient dire que je suis autoproclamé. Suite à un article paru dans l'Express d'un journaliste, Victor Garcia, ridiculisé par Idriss Aberkane, qui a montré qu'il n'avait aucune connaissance scientifique et aucune compréhension de la science. Cela dit, bien au-delà de ma modeste personne, ce qui compte, c'est que il s'agit là d'un pli qui est systématiquement utilisé pour chercher à dénigrer ceux qui ont quelque chose à dire ou qui prennent la responsabilité de le faire. Par exemple, la RTBF s'est attaquée récemment à des gens qui dénonçaient à juste titre, je vais vous le démontrer, les programmes Evras, dont Senta de Poit, très éminente journaliste indépendante. Eh bien, vous voyez, comme cela a été mon cas de la part du planning familial, la RTBF l'a désignée de la manière suivante, elle se présente comme une journaliste indépendante, ce qui a donné l'occasion à Senta de rappeler qu'elle est journaliste et qu'elle est indépendante. Donc ça, c'est vraiment, cela fait partie de la propagande et de la manipulation en cours. Le scandale des soi-disant fact-checkers est en train d'éclater. On sait comment l'USAID, cette agence gouvernementale américaine, a soudoyé des journalistes à travers le monde pour servir la propagande avec du faux fact-checking. Reuters, et cela figure même dans les contrats accordés par les États-Unis, a reçu une commande pour de la tromperie sociale à grande échelle. Et on sait par exemple que le professeur Raoult a fait l'objet d'une commande des fondations Gates et Soros et de l'USAID qui a subventionné des officines pour l'attaquer inlassablement, le faire passer pour un charlatan. Et donc c'est dans ce genre de contexte que des énoncés aussi stupides que celui énoncé par le planning familial lyonnais s'expriment. Maintenant, évidemment que je ne vois pas ce que ma critique, à juste titre, est documentée dans des milliers de pages de textes, des réponses sanitaires absurdes, vient faire dans le communiqué du planning familial. Je ne vois pas en quoi le planning familial a son mot à dire quant aux pratiques de soins de l'IHU Méditerranée Infection,
quant à la définition épidémiologique de la réalité de cette pseudo-pandémie, quant au fait que je me sois exprimé sur le fait que les masques n'avaient aucune utilité, que le vaccin qui n'en était pas un n'était ni sûr ni efficace, de nouveau, à part servir cet étiquetage de complotiste qui manifestement est très important pour le planning familial, on voit qu'il est complètement hors sujet, mais que surtout, il met en œuvre cette stratégie tellement caractéristique qui est que quand vous n'avez pas les moyens de contredire les propos de quelqu'un, eh bien vous vous attaquez à sa personne en cherchant à le décrire sous les jours les plus mauvais qui soient disponibles. Cela dit, à une époque où un criminel contre l'humanité comme Anthony Fauci, dont je rappelle les expériences mortelles qu'il a réalisées sur des dizaines et des dizaines d'enfants de manière parfaitement illégale, reçoit la Légion d'honneur, je veux bien, en ce qui me concerne, recevoir celle du planning familial et de ses jets de boue. Maintenant, ce qui est important, évidemment, ce n'est pas ma personne et les attaques que je subis, c'est le fond de la question. Pourquoi le planning familial ne supporte-t-il pas que des experts indépendants, j'en suis un, s'expriment sur une question aussi importante que la manière dont on inflige à nos enfants des programmes dont je dis de manière très claire qu'ils sont toxiques et dommageables. Donc, entrons en matière sur le fond, et je serais ravi, le cas échéant, d'en discuter avec des membres du planning familial ou qui que ce soit. Voilà ce que dit le planning à mon sujet dans ce fameux communiqué. Concernant l'éducation à la sexualité, il ne fait état d'aucune expertise sur le sujet. Oui, j'ai juste travaillé en santé publique et en santé mentale toute ma vie, mais diffuse de fausses informations, accusant l'OMS, l'ONU et les associations qui interviennent comme le planning familial de défendre un programme de sexualisation des enfants dans une visée pédophile. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Alors cette rhétorique, précise-t-il, est bien identifiée par nous. Il existe en effet un vaste mouvement anti-éducation sexuelle qui se développe en France depuis plusieurs années. Alors je suis ravi, j'ai désormais découvert que j'étais anti plein de choses, anti-Macron, oui, anti-vax, ah bon, anti-mesures de contrainte, assurément, anti-masque, à coup sûr, mais désormais je suis aussi anti-éducation sexuelle. Ça dépend laquelle et ça dépend à quel âge. Et donc, des personnalités dont je fais partie, semble-t-il, associations ou collectifs en général proches des milieux d'extrême droite, des sphères complotistes et ou de mouvements religieux intégristes, font circuler de fausses informations sur les interventions d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Bon, on voit toujours ce procédé, c'est-à-dire vous salissez votre contradicteur pour que au fond, dissuader qui que ce soit de même s'intéresser à ce qu'il a à dire, seulement évidemment que moi je dois les prendre au mot. Et donc, penchons-nous sur ce qu'il me reproche, mais aussi sur le contenu réel de ces programmes. Notre stratégie serait la suivante, c'est un peu complotiste quand même, comme manière de voir les choses, vous voyez. On a une stratégie organisée entre associations proches de l'extrême droite. C'est cette inversion accusatoire. On nous accuse d'être complotistes dans une démarche de pensée qui elle-même l'est, puisqu'ils imaginent que nous complotons contre les programmes parfaitement toxiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Donc, notre spécialité, notre stratégie serait de diffuser sur les réseaux sociaux et dans les groupes de parents d'élèves, des événements publics, des informations alarmantes et mensongères. D'accord, nous allons voir. On se présente comme des défenseurs des enfants avec un discours ambigu, ce qui suggère que le bien des enfants ne nous tient pas vraiment à cœur. Nous nous présentons comme tels pour abuser la bonne foi des gens. Nous utilisons l'inquiétude des parents pour faire pression, faire de l'intimidation et même un déferlement de violence. Et donc, cette campagne de manipulation se cache sous les arguments de défense des enfants, mais nous sommes animés par une logique réactionnaire et rétrograde. Bon, alors écoutez, entrons en matière et voyons ce qu'il en est. Je peux évidemment développer un certain nombre de choses, vous le verrez, hautement significatives dans une émission d'une heure, mais je vous renvoie surtout aux meilleures références, en l'occurrence les ouvrages de Maurice Berger, pédopsychiatre, celui co-rédigé avec Sophie Audugé de SOS Éducation, l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question, très complet, très lisible, très clair, mais également cet ouvrage collectif, Danger de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents,
Le livre, bien sûr, du docteur Régis Bruno, Préserver l'innocence des enfants. Et vous voyez, on a là affaire à des vrais experts. Moi, je ne suis pas un vrai expert des questions pédopsychiatriques ou de l'éducation sexuelle. Mon travail est un travail de synthèse en tant qu'anthropologue, mais allez puiser aux meilleures sources, ainsi bien sûr qu'aux travaux de Marion Sigaud, qui la première a fait connaître les travaux de Judith Reisman, que nous aborderons plus loin dans cette émission en France, repris ensuite par Ariane Biran, mais son livre donc, de Marion Sigaud, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, vaut tout à fait le détour. J'ai déjà évidemment traité ce sujet à travers un certain nombre d'émissions, je vous donne juste 2 références si vous avez envie d'aller voir en détail ce que je décris plus brièvement ici. Y a-t-il un agenda pédocriminel global, 11 mai 2023, et puis sommes-nous face à une éducation ou de la perversion, c'était en septembre 2023. Je me réfère aussi et vous renvoie aux travaux de Senta de Poit. Nous venons de voir le sort qui lui avait été réservé par la RTBF, mais c'est normal, elle a écrit des très bons articles, elle donne comme moi toutes les références utiles, donc n'hésitez pas à consulter la lettre de Santa, un blog qu'elle anime sur la plateforme Substack, plusieurs articles tout à fait passionnants dont je vais m'inspirer dans le cadre de cette émission, dont la pseudo-sexualité des enfants, la science entre guillemets pédocriminelle d'Alfred Kinsey et de ses collaborateurs, mais également le blog de journaliste qui s'appelle Seri sur dondevamos.canalblog.com, très bien fait également, beaucoup d'articles de référence, dont celui-ci, Alfred Kinsey, le scientifique des viols d'enfants, et nous verrons l'importance d'aborder la figure de Kinsey pour les programmes Evras. Mais penchons-nous donc sur le fond de la question. Je ne vais pas traiter le planning familial d'organisation gauchiste, woke, dégénérée. Déjà, s'il ne m'appartient pas de porter des jugements de valeur, il y a une évidente dérive de cette organisation. Enfin, elle a fait des choses utiles par le passé, même si son origine est très douteuse. Et évidemment qu'un grand nombre de personnes qui y travaillent sont de bonne foi, ne sont pas mal intentionnées. Donc, épargnons-nous ces espèces d'étiquettes disgracieuses pour nous pencher sur le fond des choses. Et le fond des choses, comme le rappelle Sophie Audugé dans une tribune dans Le Figaro, ce qui pose problème, c'est qu'on apprenne l'éducation à la sexualité dès l'âge de 3 ans à des enfants qui, franchement, n'en ont cure, mais surtout qui ont bien mieux à faire et surtout n'ont pas à être exposés à des contenus de cette nature. Alors bien sûr, ceux qui nous attaquent disent « ils élucubrent, ils inventent des choses, ce qu'ils prétendent ne figure pas dans les programmes », donc allons au cœur du sujet. Qu'est-ce qui figure dans ces fameux documents? Je vous donne des extraits tirés du travail de Senta de Poit, du guide Evras pour la Belgique, et voilà ce qu'on y lit avec les références. Dès 5 ans, illustrés à l'aide d'exemples concrets, comment l'amitié, l'amour et la sexualité se vivent et s'expriment dans sa vie d'enfant. Comment est-ce que vous vivez votre sexualité à l'âge de 5 ans? Dès 9 ans, influence positive et négative de la pression des pères, des médias, des pornographies. Influence positive des pornographies. L'amour, être amoureux, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, dès 9 ans. La sexualité est présente dès la naissance, ça nous le verrons, c'est un grand dogme de ces programmes. Et puis, beaucoup de jeunes pourront écrire ou se retrouver en possession de sextos ou diffuser des photos dénudées de soi, dès 9 ans. L'idée n'est pas de les en dissuader, non, quand même pas, mais de leur donner les éléments pour éviter que ces pratiques, donc légitimes à encourager, dont on va pas chercher à les dissuader, ne leur attirent des ennuis. Oh, comme c'est gentil. Vous voyez, nous n'inventons pas, nous n'élucubrons pas, tout ceci est écrit noir sur blanc. Et puis, pour faire bonne mesure, dès l'âge de 12 ans, bien sûr, la pornographie, faire preuve d'esprit critique en regardant des films pornographiques, mais également le consentement dans les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, escorte, accompagnement sexuel ou faveur sexuelle en échange de petits cadeaux divers et variés. Et puis, avec une évidente volonté d'inculquer la pensée queer dès la maternelle. C'est un travail idéologique. Ces programmes ne relèvent ni de l'information ni de l'éducation. Une vraie éducation devrait juste bannir ce genre de contenu du monde de l'enfance. Mais ils cherchent à promouvoir
les théories du genre, la possibilité que des enfants, dès les premières années, se posent des questions sur leur identité réelle versus l'identité de genre assignée. C'est-à-dire, quand vous voyez à la naissance que votre nourrisson est un garçon, eh bien, vous lui assignez quelque chose au lieu de lui laisser la liberté de se dire qu'il est peut-être une fille. Voilà le degré, évidemment, de délire dans lequel nous sommes. Alors il faut saluer les quelques parlementaires et responsables valeureux et vaillants qui n'ont eu de cesse de s'opposer à ce délire, notamment les sénateurs et sénatrices Sylviane Noël, Laurence Muller-Bronn et Alain Houpert. Et Sylviane Noël a rassemblé une soixantaine de sénateurs et sénatrices des Républicains pour interpeller Elisabeth Borne en lui disant « N'endoctrinez pas nos enfants, ce programme ne peut et ne doit pas être le cheval de Troie de la théorie du genre, du transactivisme et du néo-féminisme militant ». Et un autre collectif que je vous recommande de suivre et d'encourager, de soutenir les mamans louves, dit également, interpellant la ministre de l'Éducation, « Mais quand allez-vous enfin entendre toutes ces familles, y compris celles dont les enfants ont été traumatisés par ces séances censées participer à la prévention des violences sexuelles, parce que c'est malheureusement un cas de figure qu'on rencontre très souvent. » Alors bien sûr, sous la pression, un ensemble de choses ont été réaménagées. On a par exemple retiré le mot transgenre. Mais ce que je vais vous montrer à travers cette émission, c'est que tout le programme est pourri parce qu'il vient de sources qui sont rien moins que pédocriminelles et perverses. Et donc il ne s'agit pas de réarranger telle ou telle tournure de phrase, mais littéralement de libérer nos enfants de l'emprise de ces programmes toxiques. Car oui, les enfants qui ont subi ce genre d'éducation avec 12 paires de guillemets, cela a été profondément choquant. Ils sont revenus traumatisés, nombre d'entre eux, de leur séance d'éducation à la sexualité, pourtant censée ne pas aborder la sexualité. Et malgré toutes les interpellations, il n'est absolument pas tenu compte de cette réalité. Il y a, Dieu merci, des associations qui collectent les témoignages, mais des enfants qui sont revenus horrifiés de ce à quoi ils avaient été exposés. Par exemple, l'association Innocence en danger en Belgique, qui a pu identifier qu'un opérateur Evras, très actif dans la province de Namur, a distribué à plusieurs reprises des préservatifs et des lubrifiants à des enfants dès l'âge de 11 ans, en classe. Et puis bien sûr, avec notamment ce site en ligne, On s'exprime, qui s'adresse à des enfants dès l'âge de 11 ans et donne des précisions totalement abusives quant à la réalité de l'acte sexuel. Puis vous voyez, on parle dans des classes de CM1, CM2, donc 10 ans, 11 ans, 9, 10, 11 ans. Sodomie, fellation, cunnilingus, changement de sexe. Voilà. Mais quelle hypocrisie, quelle engeance. Et vraiment, comme l'a rappelé Christelle Comet, porte-parole des Mamans Louves au micro de Clémence Oudiakova sur Tocsin Média, ça n'est pas acceptable que l'on doive préparer nos enfants à être traumatisés. Et puis bien sûr, dans le même temps, mais ça va ensemble. Le niveau éducatif, le niveau scolaire s'effondre. Vous voyez la position de la France, pire pays d'Europe en ce qui concerne la performance des élèves en mathématiques, mais on va pas se charger de leur donner une éducation digne de ce nom, on va leur expliquer la sexualité, la sodomie et les fellations. Et comment réagit le ministère de l'Éducation nationale aux préoccupations des parents qui veulent avoir leur mot à dire quant à ce à quoi l'institution, le mammouth, a l'intention d'exposer leur enfant? Eh bien, il réagit en supprimant toute information sur notamment la date et l'heure auxquelles ces cours seront donnés, de sorte à ce que les parents soient mis devant le fait accompli. Alors bien sûr, ces programmes s'inscrivent dans un mouvement de fond, de promotion du transgenrisme, cette pornographisation du monde, avec une évidente intention de traumatisation des enfants. Et on voit que tout converge en ce sens. Alors on cherche à nous faire croire c'est un mouvement général de la société, les droits des minorités, des personnes gays, trans, queer, ceci, cela, c'est dans l'ordre des choses, mais pas du tout. C'est un projet qui est porté par des organisations et qui vient de quelque part avec une intention particulière. C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors par exemple, je vous réfère au film documentaire d'Armel Joubert-Desouches, Sexe et pornographie dans les livres scolaires.
l'enquête qui a fait scandale. Il y a une exposition délibérée, organisée, des enfants de plus en plus jeunes à des contenus sexuellement explicites. Cet investissement de l'espace public par des messages à connotation sexuelle, là, on a tous à l'esprit les campagnes de Santé publique France, la pénétration me fait mal, que faire? Il me force à avoir des relations sexuelles, est-ce normal? Ça, c'était placardé dans l'espace public, dans les abribus. Donc imaginez l'enfant de 5 ou 6 ans qui apprend à lire « La pénétration me fait mal ». Ça veut dire quoi, maman? Que des brochures de cet ordre figurent chez les médecins généralistes. Pourquoi pas? Mais dans l'espace public, sous le nez des enfants, c'est profondément malsain, mais c'est pire que ça, c'est profondément traumatisant. Alors rappelons que le planning familial s'était illustré par cette affiche, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints, mais ce qui est stupéfiant de négation de la réalité naturelle. Alors il se trouve qu'une personne qui me suit a téléphoné au planning familial en disant « Ah ben ça m'intéresse, qu'en est-il ?» Et là il a été déçu parce qu'en fait il est tombé sur quelqu'un de très à l'écoute et fort sympathique, je n'en doute pas, qui lui a répondu « Oui, si vous êtes homme vous tombez enceint, mais si vous avez un utérus. » Un homme avec un utérus, ok. Voilà ce que ces gens essayent de nous faire croire. Alors je me permets d'insister, pourquoi est-ce que c'est profondément choquant? Parce que les enfants se construisent dans des repères face à l'existence et ils ont besoin notamment que soit nommée la différenciation des sexes et la différenciation des générations. C'est fondateur, c'est structurant sur le plan psychique. Et ils voient qu'effectivement, un homme et une femme, ça n'est pas pareil. Une maman et un papa, ça n'est pas pareil. Il y a des choses que seuls les papas peuvent faire, il y a des choses que seules les mamans peuvent faire. Et non, je ne parle pas de faire la vaisselle ou de passer l'aspirateur. Il y a devant ce qui est devenu le musée du genre au Danemark, mais Dieu sait si les Danois sont devenus graves en la matière, une statue d'un homme barbu avec un pénis à l'air qui allait un enfant avec un sein généreux. Eh bien ça, c'est quelque chose qui fracasse le psychisme de l'enfant. Pourquoi? Parce que non, un homme n'a pas de sein, un homme ne donne pas naissance, un homme n'allaite pas, un homme a un pénis, oui. Et quand vous brandissez sous le nez d'enfants des images qui contredisent la réalité des choses, eh bien, vous les mettez en sidération, parce que l'enfant ne peut pas faire cas de ce qu'il voit. Alors de nouveau, mon intention n'est pas de taper et de tomber à bras raccourcis sur le planning familial, mais quand même, il faut rappeler que c'est une institution, une organisation qui a un lourd passé, et avec notamment une intention déviante et délétère depuis le début. Et je ne parle pas des campagnes pour faire connaître la contraception ou promouvoir les droits des femmes, ou pour permettre aux familles de choisir le moment d'avoir des enfants. Mais il faut tout de même savoir que la fondatrice du planning familial aux États-Unis, Margaret Sanger, demandait aux femmes d'arrêter de faire des enfants. Pour moi, on ne devrait plus faire d'enfants. Et d'ailleurs, le père de Bill Gates, notre grand ami philanthrope, fut l'un des administrateurs du planning familial américain, un grand eugéniste. Madame Sanger était également profondément raciste, et elle voulait notamment empêcher, ou en tout cas dissuader les Noirs d'avoir des enfants, parce qu'évidemment qu'une race inférieure gagnait à se reproduire le moins possible. C'est quand même ça l'origine du planning familial. Et puis une autre origine qu'il faut nommer, dans la filiation qui va jusqu'à Evras, c'est évidemment l'incontournable et odieux Alfred Kinsey. Kinsey, c'est cet entomologiste, donc spécialiste des insectes, qui s'est intéressé aux mœurs sexuelles des êtres humains, mais lui-même, nous le verrons, était un pervers et un détraqué, un pédocriminel, et notamment en brandissant des milliers d'entretiens pour proposer la réforme d'un certain nombre de lois. Il faut se souvenir qu'en 1955, on était quand même dans une société un peu corsetée et pas très ouverte à un ensemble de choses, et cela a permis une ouverture, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, avec des éléments bien sûr positifs et bénéfiques, comme la dépénalisation de l'homosexualité et autres mœurs entre adultes consentants, mais également un ensemble de choses extraordinairement problématiques que nous allons passer en revue maintenant, et notamment à partir de ce dogme insensé proposant que les enfants, je cite Kinsey, sont à 100% orgasmiques dès leur naissance,
et dès lors qu'il y a des bénéfices pour les enfants à avoir des relations sexuelles avec les adultes. Voilà ce que le père de la révolution sexuelle, qui est encore encensé dans un ensemble d'universités américaines et à travers le monde, a osé proférer, mais vous verrez que ça n'est rien en comparaison de ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait croire. Car la réalité, c'est qu'il s'est livré à des crimes pédophiles à répétition sous prétexte de recherche. Voilà ce dont a témoigné Esther White, qui n'est qu'un cas parmi de centaines d'autres. Dans un documentaire, elle raconte qu'elle a subi des abus dans le cadre des recherches de Kinsey et qu'afin de récolter des données sur le comportement sexuel soi-disant des enfants, Kinsey payait son père et son grand-père pour la violer, chronométrer ses soi-disant orgasmes, c'est-à-dire ses cris, ses pleurs, sa manière de se débattre, ça c'était perçu comme les orgasmes de l'enfant, et consigner les données dans des questionnaires prétendument scientifiques. Voilà ce que dit Madame White. Mon grand-père a abusé de moi quand j'avais 3 ou 4 ans. Il appelait cela faire l'amour, mais je sais aujourd'hui que c'était du viol. J'avais constamment peur parce que je n'aimais pas ce qu'il me faisait, mais je devais le faire pour être une enfant obéissante. Parfois j'avais même des convulsions tellement c'était douloureux. Et Kinsey marquait orgasme. Madame White se souvient qu'un jour le docteur Kinsey a rendu visite à sa famille. On m'a dit que c'était un rendez-vous très important, que j'allais rencontrer des messieurs très importants qui allaient me poser des questions et que je devrais donner les bonnes réponses, expliquer que j'étais heureuse dans ma famille et que j'aimais mon père. Au moment de partir, mon grand-père avait demandé à Kinsey « Alors comment fait-on pour le chèque ?» Et Kinsey avait répondu « Oh, j'allais presque oublier. J'ai rempli un chèque à votre nom et un autre à celui de votre fils. » J'ai vu ce chèque, j'ai vu Alfred Kinsey le remettre à mon grand-père. Et selon l'Institut qui porte aujourd'hui encore le nom de Kinsey, écoutez bien, entre 316 et 2035 enfants ont été utilisés, c'est-à-dire violés, dans ce type de collecte d'informations entre guillemets sur la sexualité. Et d'autres données ont été recueillies à partir des journaux personnels de plusieurs pédocriminels. L'un d'entre eux, Rex King, présenté en tant que Green dans les tableaux publiés, a tenu un journal détaillé pour Kinsey relatant plus de 800 rapports sexuels avec des enfants, y compris des bébés âgés de 2 mois seulement. King avait été présenté à Kinsey par son mentor, le docteur Dickinson, qui entretenait déjà des liens avec ce pédophile depuis plusieurs années. Kinsey lui avait alors donné des instructions concernant la manière de consigner et mesurer ces rencontres entre guillemets afin de leur donner un caractère scientifique. Tout ce détail est tiré des articles de Santa de Poit. En 1948, Kinsey a publié une bonne partie des notes de ce King décrit comme Green dans son premier livre soi-disant révolutionnaire Sexuality in the Human Male. Mais au lieu de les présenter comme des commentaires extraits du journal d'un pédophile, il choisit de les mettre en valeur comme la preuve de l'existence d'une sexualité infantile dès la naissance. Vu le succès fracassant du livre dès sa sortie, souligne Senta, il est stupéfiant que personne à l'époque n'ait attiré l'attention sur la nature des données présentées pour postuler une théorie de la sexualité infantile. Dans les tableaux publiés par Kinsey, King avait entrepris de chronométrer le temps qu'il fallait à des garçons âgés de 2 mois à 15 ans, je vous le rappelle, pour atteindre soi-disant la jouissance par la masturbation, et ce de manière répétée. Il ressort de ces chiffres que certains enfants avaient été violés pendant plusieurs heures d'affilée. Dans le tableau 34, par exemple, orgasmes multiples, soi-disant, chez des garçons âgés de 11 à 14 ans. Un bambin de 11 mois a eu 14 orgasmes en 38 minutes. Un enfant de 4 ans en a eu 26 en 24 heures. C'est ignoble. C'est une pseudo-science faite par et pour des criminels. Et Alfred Kinsey, tout en cachant évidemment la manière odieuse, abominable, dont il a soi-disant recueilli des données, ne se cachait pas des conclusions. Voilà par exemple la manière dont il a témoigné devant la sous-commission du Congrès sur les crimes sexuels. Il avait affirmé notamment que l'hystérie de la société fait plus de mal aux enfants que l'agression elle-même. Je cite, « Il est difficile de comprendre pourquoi un enfant, si ce n'est en raison de son conditionnement culturel, sous-entendu judéo-chrétien, la vieille morale à la con, devrait être perturbé par le fait qu'on lui touche les organes génitaux, ou par le fait de voir les organes génitaux d'autres personnes, des adultes par exemple, ou encore par des contacts sexuels encore plus spécifiques. »
Et voilà ce qu'il affirmait. Tous les enfants sont orgasmiques dès la naissance. Par conséquent, ils peuvent bénéficier de relations sexuelles avec des adultes et même de l'inceste. Il est donc nécessaire d'abaisser l'âge du consentement. Les enfants ont besoin d'une éducation précoce à la sexualité à l'école. Et voilà Evras. Il faut leur enseigner la masturbation et les actes hétérosexuels. Toutes les personnes enfermées pour des délits sexuels devraient être libérées car les récidives sont rares. Ah oui, ah oui. Et voilà l'origine. Je vous montrerai les ruissellements et les filiations en suivant les traces de journalistes et d'experts qui ont enquêté. Et donc voilà l'origine d'Evras. Et bien sûr, Kinsey était pervers, au-delà de tout ce qu'il est possible de nommer. Judith Reisman s'en est évidemment émue, mais d'autres personnes se sont penchées sur cette question, dont le docteur Myriam Grossman, une psychiatre, qui a été horrifiée en découvrant le monstre qui se cachait derrière un air de scientifique et de bon père de famille, tu parles. Voilà ce qu'elle a écrit. Lorsque je dis que Kinsey était un individu profondément perturbé, cela ne rend pas compte du niveau de psychopathologie. Je suis psychiatre depuis 30 ans et croyez-moi, j'ai rencontré des gens très étranges. Je ne suis pas facilement choqué. Mais lorsque j'ai commencé à lire la biographie officielle de Kinsey, que puis-je vous dire? C'était, veuillez excuser le jargon technique, un véritable malade mental. C'était un fou furieux surtout. Kinsey, poursuit-elle, était affligé au plus profond de lui-même. C'était un être humain dépravé et sa maladie émotionnelle s'exprimait à travers sa sexualité. Il était rongé par une obsession grotesque et débilitante à l'égard d'un large éventail de comportements anormaux. Je vous épargnerai les détails, mais je doute fort qu'au cours des 62 années de sa vie misérable, Kinsey ait connu ne serait-ce qu'un seul jour ce que nous considérons comme une sexualité saine. Et effectivement, pour le détail, il s'est circoncis à vif, avec un couteau. Il s'enroulait le sexe dans de la corde et il tirait très fort pour s'infliger des sévices. Alors bon, vous me direz Kinsey, c'est une chose. Mais il est encore à l'honneur, je le dis une fois de plus, dans les organisations internationales et nombre d'universités. Maintenant, le lien entre Kinsey et Evras, en dehors du fait qu'il ait proposé l'éducation sexuelle à l'école, puisque les enfants ont une sexualité orgasmique dès la naissance, ce qui est une hérésie, ce qui est un non-sens, c'est comme les hommes enceints. Là, on est vraiment dans l'aberration, dans l'hallucination grave. Mais la transmission s'est faite par le biais du planning familial, et d'un secrétariat à l'éducation sexuelle des États-Unis qui s'appelle le SIECUS. Ici, je vous présente un autre extrait d'article de Senta de Point, la figure de Marie Calderon, fondatrice du SIECUS, de ce secrétariat, appelé la passionnariat de l'éducation sexuelle, qui venait du planning familial. Alors elle a bien sûr milité pour la dépénalisation de l'avortement, mais, c'est ça qui nous intéresse, d'emblée, elle a insisté sur l'éducation sexuelle dès la petite enfance. Une de ses conférences avait pour titre « La sexualité dans la petite enfance, le besoin d'une théorie de l'apprentissage ». Et lors du congrès du planning familial Coucoulion de 1980, elle a déclaré « Le premier objectif de SIECUS est d'enseigner à la société l'importance vitale de la sexualité des enfants et des nourrissons. » La sexualité des nourrissons. Oui, ils ont une sexualité si on les viole. Et ça n'est pas une sexualité. C'est une torture, c'est une atteinte à leur intégrité corporelle. Et cette Marie Calderon, bien sûr, s'appuyait explicitement sur les théories et les soi-disant données d'Alfred Kinsey et de ses collaborateurs, mais en particulier plusieurs personnes dont je vais vous présenter brièvement le profil, Wardell Pomeroy, John Gagnon et John Money, tous pédocriminels notoires. Alors Pomeroy, c'était un proche de Kinsey, il a été co-auteur de ces deux rapports sur la sexualité humaine et féminine. Il avait personnellement mené 8000 entretiens sur la sexualité pour l'établissement de ces rapports et validé les données des soi-disant orgasmes des enfants violés. Il deviendra vice-président du SIECUS et dans une interview donnée à Time Magazine, intitulée « Attaquer le dernier tabou », il affirmait, je cite, « Il est temps d'admettre que l'inceste n'a pas besoin d'être une perversion ou un symptôme de maladie mentale. » Ça rappelle l'inceste heureux de Dupond-Moretti, il a osé plaider ça devant un tribunal. Ajoutant encore que l'inceste entre enfants et adultes peut parfois être bénéfique. Pomeroy était aussi d'avis que les travaux qu'il avait menés avec Kinsey leur avaient permis de découvrir de nombreuses relations sexuelles touchantes entre père et fille.
Et pour finir, dans son ouvrage Boys and Sex, il s'émerveillait aussi devant de belles relations sexuelles entre des enfants et des animaux. John Gagnon, également employé par le SICUS, avait été chercheur à l'Institut Kinsey pendant plus de 15 ans. Ses écrits portaient sur la sexualité des jeunes, la pornographie, l'éducation sexuelle. Il a fini nommé professeur de sociologie à l'Université d'État de New York et un de ses best-sellers s'intitulait « Rencontres sexuelles entre adultes et enfants ». On pense à Cohn-Bendit. Quant à John Money, le père de la soi-disant théorie du genre, c'était un pédocriminel qui violait dans son bureau de l'Institut Johns Hopkins des petits garçons âgés de 4, 5 ou 6 ans. Et lui, il estimait, par exemple, que l'expérience sexuelle de l'enfance, comme le fait d'être le partenaire d'un parent ou d'une personne âgée, ne nuit pas nécessairement à l'enfant. Voilà. Donc c'est ça, la racine des programmes dont je vous parle. Alors, Marie Calderon a pu avoir énormément d'influence, entre autres parce qu'elle était l'épouse du docteur Frank Calderon, qui fut une des figures fondatrices de l'OMS. Mais après, avec l'apparition de l'épidémie de sida, dans les années 90, une vingtaine d'experts du SICUS et de l'Organisation internationale planning familial, Coucou Lyon, rédigeaient un document de synthèse reprenant une série de lignes directrices pour l'éducation sexuelle du jardin d'enfants à la terminale. Dans la troisième version révisée date de 2004, je vous en montre la couverture, on n'invente pas des choses, nous n'affabulons pas. Guidelines for Comprehensive Sexuality Education, Kindergarten, jardin d'enfants, through 12th grade. Alors ensuite, l'UNESCO s'en est inspiré, puis l'OMS. En Europe, l'OMS a édicté des principes directeurs pour l'éducation sexuelle en Europe, et c'est ça qui fournit la base des programmes EVRAS. La manière dont l'éducation sexuelle y est définie s'inscrit bien dans les postulats hérités du SICUS et de l'Institut Kinsey. Par exemple, l'éducation à la sexualité signifie l'apprentissage des aspects cognitifs, émotionnels, sociaux, interactifs et physiques de la sexualité. L'éducation sexuelle commence dès la petite enfance, interactif et physique dès la petite enfance. Pour les enfants et les jeunes, son objectif premier est d'accompagner et de protéger le développement sexuel. Alors effectivement, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe contiennent tout ce que le planning familial nous accuse d'affabuler ou de donner comme fausse information. Par exemple, de 0 à 4 ans, il s'agit d'acquérir les compétences de satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation infantile précoce. La découverte de ses parties génitales, le fait que le plaisir est lié au contact physique. Donc de nouveau, penchez-vous sur les documents. Nous vous apportons tout. 0-4 ans, masturbation infantile précoce. 9 à 12 ans, orientation de genre, première expérience sexuelle. Oui, entre 9 et 12 ans, c'est en général là que ça se passe. Je rappelle que l'âge moyen du rapport n'a pas bougé en Europe depuis plusieurs décennies, c'est 17 ans. Avec une petite différence entre garçons et filles, mais pas énorme. Et puis, bien sûr, l'intérêt pour la pornographie, les nudes et les textos. Alors, j'insiste encore et encore, nous n'inventons pas des choses. Je vous révèle la réalité de ce qu'ils ont à l'esprit, d'où ça vient, de ce qu'ils cherchent à camoufler en éliminant telle ou telle ligne ici ou là. Et notamment, je vais maintenant vous montrer une vidéo, un programme issu de la fondation Rutgers qui opère dans 27 pays, en partenariat étroit avec l'OMS et l'ONU, le planning familial, financé également par les fondations Gates. Ça vient de Hollande, et les Hollandais malheureusement sont complètement à l'ouest en la matière. Tous les documents que je vous présente sont tirés ici du site Stop World Control, tout est référencé, avec les liens. Donc encore une fois, allez voir par vous-même, et vous allez voir ici un exemple de traumatisation en direct d'enfants par des contenus totalement inappropriés. Seks is niet alleen functioneel wanneer je alleen maar kindjes maakt. We hebben ook al een keer gezegd dat het ook leuk is om te doen. Je gaat ontdekken hoe werkt jouw lichaam en hoe werkt mijn lichaam. En jij? Heb je wel eens aan je piemel? Ga je wel eens aan je piemel zitten? Ja? En hoe voelt dat? Oh ja? En wanneer doe je dat dan?
Doe je dat dan als we aan het eten zijn? Nee, toch? Nee, of in de klas? Nee, toch niet? Nee, waarom doe je dat niet in de klas? Wanneer kan je nou aan je piemel zitten? Als je thuis bent. Maar dat is niet alleen jongens die klaar kunnen komen, ook meisjes kunnen klaarkomen. Maar die hebben dan geen zaadlozing, want wij hebben geen zaadjes. Maar het is wel een prettig gevoel. En je hebt natuurlijk je vagina al wel eens bekeken. Hè? Je hebt je schaamlippen en je binnenste schaamlippen. En er zitten 2 gaatjes, hè? 1 om te plassen en 1 waar de baby uitkomt. Maar boven die gaatjes zit ook nog een soort knopje. Heb je dat wel eens gezien of niet? Nee, heb je nog nooit zo bestudeerd, hè? Maar dat knopje is eigenlijk, dat noem je clitoris. Maar als je daar aan zit, kan dat een heel fijn gevoel geven. En dan kun je voelen dat het eigenlijk prettig is als je aan dat knopje zit. En als je daar dan kun je bijvoorbeeld aan wrijven met je vinger bijvoorbeeld. Et donc, ceci est produit par Rutgers, cette fondation présente dans 27 pays, financée par des organisations mondiales telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, et la Fédération internationale pour le planning familial. Et pour quiconque connaît le langage non verbal, le psychisme humain et le monde de l'enfance, on voit que ces enfants sont traumatisés dans la vidéo que je viens de vous passer. Alors ça se manifeste par un langage plutôt des sourires gênés, tu t'es déjà tripoté le zizi, t'as déjà regardé ton vagin, tu sais comment on a un orgasme, et les enfants sont juste mais complètement. Alors bien sûr il y a une part de curiosité parce que la curiosité fait partie de la nature humaine, mais on sent ce hiatus destructeur entre l'intérêt éventuel d'enfants qui sont encore dans l'âge de latence, dans la période de latence, c'est-à-dire normalement il n'y a plus d'intérêt pour comment on fait des bébés et le corps, il y a un intérêt précoce, et il faut bien sûr y répondre de manière symbolique. Le papa donne la petite graine à la maman, c'est parce qu'ils aiment très fort qu'ils ont un enfant, mais les détails surtout pas. Et là, on voit ces enfants être juste maltraités d'une manière abominable par des personnes dont par ailleurs je ne doute pas qu'elles aient des bonnes intentions et s'imaginent bien faire. Mais de nouveau, c'est totalement contre-naturel, c'est totalement, on appelle ça une effraction psychique, c'est-à-dire que cela vient violenter de manière gravissime et qui devrait être interdite le psychisme de ces enfants. Alors la fondation en question, elle enseigne aussi la fellation à des enfants de 6 ans. Non, c'est pas des blagues, hein. Vous voyez, on nous accuse toujours de propager des fausses nouvelles. Mais moi, je vous apporte les documents, les preuves, je vous dis d'où ça vient. Vous voyez, la fellation est un acte sexuel avec la bouche, c'est pourquoi on l'appelle le sexe oral. La peau d'une bite ou d'un vagin, excusez mon français, est également très sensible. C'est pourquoi les gens aiment parfois se toucher à cet endroit avec la bouche. Quand quelqu'un lèche ou suce une bite, cela s'appelle sucer. Une femme peut faire de même. Si quelqu'un lèche un vagin, cela s'appelle bouffer la chatte. Pour des enfants de 6 ans. Est-ce qu'on commence à comprendre ce dont nous parlons ici, messieurs et mesdames du planning familial? Alors, le planning familial, financé par l'État et adhérent bien sûr de l'Organisation internationale du planning familial, qui a promu un très célèbre texte sur les soi-disant droits sexuels et qui postule de manière parfaitement explicite et choquante que les enfants ont le droit à avoir des relations sexuelles, même très jeunes. D'où, vous voyez, l'éducation sexuelle à l'école, youbi! Et dans l'article 5 de cette fameuse déclaration des droits, il est dit « Toute personne, adulte ou enfant, on s'entend, a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle. Cela implique pour chacun l'opportunité d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires, de chercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, en tenant compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. » Je ne sais pas ce qu'il faut de plus à nos responsables et aux gens qui, hélas, infligent cela à nos enfants pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors bien sûr, rappeler cette évidence que l'on n'a pas à sexualiser les enfants à l'école nous vaut à tous, nous qui nous opposons, de nous faire traiter de fachos, de réacs, de cathos, d'extrême droite, de transphobes, d'homophobes, ce qui est absolument idiot et sans fondement,
explique Sophie Audugé de SOS Éducation. Donc voilà, aujourd'hui, être un extrémiste d'extrême droite, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et puis avec cette volonté manifeste de la part des autorités de s'emparer de nos enfants, de faire des enfants la propriété de l'État et de son programme d'endoctrinement en les soustrayant à l'autorité éducative des parents. Et cela se voit très clairement en France avec toutes les difficultés qui sont mises actuellement à l'instruction à domicile, qui est là encore un droit naturel, un droit constitutionnel. Au contraire, aux États-Unis, la nouvelle administration encourage l'instruction à domicile. Avant un changement législatif, les parents devaient seulement déclarer l'instruction à domicile. Nous faisons ce choix. Désormais, on parle de 2021, il fallait une autorisation délivrée uniquement pour un motif médical ou en cas de situation particulière de l'enfant. C'est-à-dire que l'État s'est mis en tête de décider si vous avez le droit ou non de faire de l'instruction à domicile, et on a vu récemment un cas de parents qui se sont retrouvés au tribunal correctionnel pour avoir retiré leur enfant de l'école, alors que le gouvernement avait pourtant autorisé les familles à poursuivre l'instruction à domicile. Il risque 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et ça, cette volonté d'accaparement de vos enfants par l'État, c'est la signature même du totalitarisme et du fascisme. Heureusement, une réaction semble provenir des États-Unis. Par exemple, dans le scandale de l'USAID, on a mis en lumière qu'il y avait un ensemble de subventions et de financements qui étaient attribués à l'échelle internationale pour encourager tous ces programmes d'effraction psychique, de sexualisation des enfants, de promotion effrénée du transgenrisme, comme, ça n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres, le financement de films portugais promouvant l'inceste et les relations sexuelles avec des mineurs. Et il faut bien comprendre qu'on nous fait passer comme étant une évolution de la société, ce qui en réalité résulte d'un intense travail d'organisation invisible, notamment avec les fondations Gates, Soros, l'USAID, mais les équivalents dans tous nos pays. C'est-à-dire qu'en fait, nos gouvernements et ceux au service de qui ils sont financent le fait qu'il y ait une irruption massive du transgenrisme, de comportements ambigus, de questionnements de genre et éventuellement de relations sexuelles entre enfants et adultes par une multitude de canaux. Alors il y a entre autres des bandes dessinées pour enfants qu'on trouve, mais là encore, dès la maternelle et dans les bibliothèques scolaires, et puis ces fameux événements de Pride, la fierté. Vous voyez, là vous avez une journaliste qui dit « J'ai été dans un de ces défilés Pride », et un homme a exposé ses organes génitaux devant ma fille âgée de 6 ans. Elle était horrifiée. C'est qu'on tolère, mais pire que ça, on encourage, on inflige, on impose des comportements qui sont juste scandaleux et traumatisants dans l'espace public, visant tout le monde, mais a fortiori les enfants. Alors, sachez encore, bien sûr, que la sexualisation des enfants fait partie de l'agenda 2030 de l'ONU. Je vous rappelle que c'est un partenariat. C'est le Forum économique mondial de Klaus Schwab, les fous furieux de Davos, qui ont réussi à faire en sorte que les Nations Unies adoptent tout un ensemble de mesures totalement délirantes, dont celles qui touchent à la sexualisation des enfants. Bien sûr, cela ne vous étonnera pas, Bill Gates pompe des millions et des millions pour légaliser la pédophilie autour de cette idée. Les enfants sont des êtres sexuels. On trouve même aujourd'hui tout un ensemble de théories pour dire que la pédophilie, donc l'inclinaison, l'attirance sexuelle d'adultes pour des enfants, fait simplement partie de la diversité des goûts et des appétences sexuelles. Faut-il rappeler une fois de plus les campagnes de presse incessantes, Libération qui évidemment a un très très lourd passé de protection et d'encouragement de la pédocriminalité. À gauche, vous avez une célèbre datant des années 70 si je ne m'abuse, mais récemment encore, la rédaction a dû avoir protégé un journaliste pédophile, un autre journaliste récemment a été condamné pour 700 viols, notamment sur ses propres enfants âgés de 5 et 7 ans. Libération continue de publier des contenus comme ceci. Pédophilie, où est la gêne ? Écoutez bien, la pulsion pédophile existe en chacun de nous. Mais attendez, de quoi parle-t-on ? Et bien sûr, faut-il rappeler la pédocratie à la française,
un journaliste courageux qui a travaillé pour d'éminentes rédactions, Jacques Thomet, a publié, au bout de 10 ans d'enquête, ce livre. L'actualité est en train de dynamiter l'insupportable omerta en France sur les viols d'enfants, pédocides avec 1 mineur sur 10 victimes d'inceste, plus de 4 millions abusés sexuellement par des adultes, cécité de l'État, impunité des prédateurs dans l'élite, réseau pédocriminel, auteurs de tortures et de meurtres, inertie judiciaire et policière, complicité active ou passive, non-assistance à personne en danger, terreur des victimes, tous ces facteurs sont mis au jour, ils font surgir l'image d'une véritable tumeur, la pédocratie à la française. Je vous en donne un extrait, histoire de vraiment avoir plus envie de manger pendant 3 jours. Le fameux passage de Daniel Cohn-Bendit à apostrophe en 1982. Cohn-Bendit qui a accès à tous les sphères du pouvoir, en France, en Navarre et en Europe. Voilà le genre d'individu auquel nous avons affaire. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais, pas tant que ça. Alors non, désolé, non, laissez les enfants tranquilles. Tout adulte qui entreprend de parler de manière explicite de sexualité aux enfants est en train de commettre un viol psychique. À nous de nous y opposer avec toute notre vaillance, notre détermination, notre courage, mais aussi notre engagement à offrir aux enfants la protection de leur intégrité et de leur développement à laquelle ils ont droit. Alors oui, il faut vraiment faire un cheval de bataille, il faut que les forces adverses pédocriminelles reculent à cet endroit-là et tous les autres. Ce dont il est question maintenant, c'est de pouvoir purger la France de la pédocriminalité d'État, de la pédocriminalité des élites, et celle qui est portée par des militants fustiles de bonne foi, mais qui est juste abjecte et inacceptable. Je vous encourage à signer la pétition de SOS Éducation avec un comité d'experts, où ils disent « À l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation. Lisez-moi des histoires d'amitié, pas de transidentité. Apprenez-moi les synonymes, pas les parties intimes. Expliquez-moi les émotions, pas l'érection. Parlez-moi des bienfaits de l'alimentation, pas de la masturbation. Je suis une enfant, laissez-moi grandir. » Et je vous invite vraiment à signer la pétition en ligne. Il y a déjà pratiquement 150 000 signatures. Voilà, pour terminer cet épisode, je crois qu'il est vraiment emblématique de la mobilisation dans laquelle nous avons à nous engager, et vraiment sans état d'âme. Ça n'est pas à bien plaire, ça n'est pas un luxe, ça n'est certainement pas tomber dans les choses rétrogrades ou d'extrême droite, c'est juste avoir un respect élémentaire de la dignité humaine et en particulier de la dignité des enfants qui sont l'avenir de notre humanité. Et ce qui est fait aujourd'hui est absolument abominable, c'est inacceptable, c'est scandaleux et nous devons être capables de tenir bon pour faire reculer cette engeance. Je terminerai avec un message à l'intention des personnes du planning familial de Lyon. Franchement, vous avez perdu une bonne occasion de vous taire. À bon entendeur.